Bonjour Marlène Schiappa, vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et vous êtes en ce moment dans les studios de nos amis de Radio-Canada. Vous êtes en visite à Montréal, vous représentez la France qui désormais préside le G7 après le Canada l'année dernière et avec une priorité donnée justement à ce combat en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ce que vous êtes venu dire à nos amis canadiens ? Absolument. Après la présidence canadienne, la France prend la présidence du G7 pour l'année 2019 et le président de la République, Emmanuel Macron, a déjà annoncé que la réduction des inégalités en général serait l'axe, le fil directeur, le fil rouge de la présidence française du G7, avec un focus très important sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est la grande cause du quinquennat en France et qui vise à devenir une grande cause mondiale dans le cadre de ce G7. Oui, vous voulez dire par là qu'au fond, le Canada est précurseur dans cette égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il y a des exemples à récupérer de ce que font les Canadiens aujourd'hui ? Oui, le Canada est extrêmement engagé de longue date et je crois que la politique qui est menée par Justin Trudeau et par la ministre, mon homologue Maria Monsef, mais par l'ensemble du gouvernement canadien est très importante puisque le Canada se définit lui-même comme un gouvernement féministe. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle du gender mainstreaming, c'est-à-dire des politiques d'égalité genre ou d'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des domaines politiques. Donc à cet égard, on a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer et notamment en poursuivant cette priorité égalité femmes-hommes qui avait été initiée par le Canada, puisque le Canada avait créé un conseil consultatif de l'égalité femmes-hommes que la France entend maintenir et renforcer. Oui, vous allez tout à l'heure participer à une réunion avec les militants de En Marche Canada, puisque vous présidez le groupe Citoyenneté et Démocratie au sein du parti La République En Marche. Au fond, que vous disent les expatriés français aujourd'hui? Vous avez le sentiment qu'ils veulent participer à ce grand débat national? Oui, moi je crois que c'est très important et on le voit à chaque fois qu'on se déplace à l'étranger. Les Français de l'étranger, les expatriés ont vraiment encore envie de participer au débat politique français. Je rappelle que les Français de l'étranger ont voté très massivement pour Emmanuel Macron. Donc c'est aussi notre électorat et donc c'est important qu'on puisse débattre avec eux. Et puis enfin, ils ont une expertise et c'est pour ça que moi ce soir je vais faire un atelier débat avec les marcheurs du Canada parce qu'on va pouvoir comparer un petit peu les systèmes démocratiques en France et au Canada avec ce grand débat national qui s'ouvre. C'est l'occasion justement de voir comment on peut améliorer le système français et donc en toute humilité regarder ce qui peut se faire dans les autres pays en termes d'engagement citoyen, d'implication citoyenne dans la démocratie. Oui, et la démocratie qui s'exprime, on le disait, à travers ce grand débat. Le président Macron, en visite surprise tout à l'heure à Cagny, a dit cette crise des Gilets jaunes est une chance pour réagir plus fort et plus profondément. Vous diriez c'est une chance, cette crise des Gilets jaunes ? Oui, je crois que toute crise est une opportunité et donc là, ce qui a commencé comme un mouvement social, une crise économique et sociale, c'est aussi une opportunité pour nous de remettre en question un certain nombre de méthodes de gouvernance et c'est une fenêtre d'opportunité pour aller plus loin. Vous savez, je crois qu'à chaque fois qu'il y a un cri d'alarme, c'est une fenêtre d'opportunité pour y répondre. On l'a vu avec MeToo dans l'égalité femmes-hommes, c'était un cri d'alarme et donc on a pu aller plus loin dans les politiques publiques et on doit continuer à aller encore plus loin. Je crois qu'avec les Gilets jaunes, c'est aussi quelque part, et je parle là bien sûr, je mets à part les violences et les attaques contre la République qui sont très fortes, mais les personnes qui sincèrement appellent à davantage de démocratie doivent être entendues et nous devons pouvoir construire ensemble des réponses. Et c'est le but de ce grand débat national, c'est construire ensemble. Oui, c'est pas un grand blabla comme le dénonce aujourd'hui l'opposition, qui dit que ça ne servira à rien finalement, qui dit qu'on ne prendra pas en compte finalement les résultats de ce débat. Moi, je trouve ça un peu triste quand on fait de la politique d'être blasé comme ça, surtout, tout le temps, en permanence. Le débat n'a même pas encore commencé, il commence aujourd'hui, il a commencé hier. Et d'ores et déjà, on a des gens qui prédisent, qui font les Cassandres et qui prédisent que ça ne va pas marcher. Mais ça, pardonnez-moi de le dire, c'est très français de commencer quelque chose en disant ça ne marchera jamais.
il faut donner sa chance à ce grand débat national. Il faut que chacun se retrousse les manches, se mobilise, y participe. C'est sûr que le meilleur moyen de faire en sorte qu'il ne marche pas, c'est de répéter sans cesse que ça ne va pas marcher, de ne rien faire et de rester chez soi et de ne surtout pas parler avec les autres. Moi, c'est pas ma conception de la politique. Je pense que si chacun va à la rencontre de l'autre, va à l'écoute de l'autre et travaille ensemble à proposer véritablement quelques solutions, eh bien, nous pourrons avancer ensemble. Oui. Vous parliez des violences dans cette crise des Gilets jaunes. Vous en avez été la victime. Un homme a été condamné à 8 mois avec sursis pour vous avoir menacé de mort sur les réseaux sociaux. Vous avez publié d'ailleurs de nombreuses insultes que vous aviez reçues. Comment vous réagissez à cette première condamnation ? D'abord, ce n'est pas la première condamnation parce qu'il y a depuis 18 mois que je suis au gouvernement une violence inouïe et des menaces de mort, des menaces de viol prises très au sérieux par les forces de police. Et donc on voit cette haine qui se cristallise sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vie réelle, dans le débat public. C'est-à-dire qu'on ne débat plus des idées directement, on invective, on insulte et puis ensuite on menace et parfois on passe à l'acte, on l'a vu avec les députés. Moi, j'ai aucun commentaire à faire sur la décision de justice en particulier. Cette décision, elle appartient à la justice et je ne la commenterai donc pas. Mais j'observe qu'il y a une violence particulière à l'égard des femmes engagées en politique. Cette question, elle dépasse ma personne et on voit que nous sommes menacées spécifiquement en tant que femmes. Là, en l'espèce, par exemple, menacées de viol, de sévices sexuels, etc. Oui. Vous avez dit concernant le référendum d'initiative citoyenne, ça ne sera pas le retour sur le mariage pour tous, ce ne sera pas non plus le retour au droit de cuissage. C'est-à-dire qu'au fond, on ne va pas non plus pouvoir débattre de tout, c'est ça que vous avez dit? Alors non, ce que je dis, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a le grand débat national et un éventuel référendum. Dans le grand débat national, le président de la République l'a dit dans sa lettre aux Français, il n'y a pas de tabou. On peut débattre évidemment de tout, dans la limite bien sûr de la loi. C'est-à-dire que appeler à la haine, appeler à l'invective, appeler à la violence contre les élus, appeler à la haine des immigrés ou des personnes homosexuelles, ce n'est pas du débat et ça contrevient à la liberté d'expression telle qu'elle est définie dans la loi française. Néanmoins, on peut évidemment parler de tous les sujets dans le cadre des 4 thèmes prédéfinis, donc notamment la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et puis la démocratie et la citoyenneté. Mais je crois qu'il faut aussi assumer que le gouvernement et notamment le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu. Il a été élu aussi sur un programme et aussi sur des valeurs. Et ces valeurs, ce sont les valeurs du progrès que nous défendons. Donc je crois qu'il est important de dire que si d'aventure un référendum, et je parle au conditionnel, si un référendum était soumis à l'ensemble des citoyennes et des citoyens français, de mon point de vue, il ne pourrait pas contenir des sujets et des questions sur le mariage pour tous, la peine de mort, le droit à l'IVG. Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a été très clair sur ces sujets. Oui. Avant l'été, la loi bioéthique, la mission parlementaire a rendu ses conclusions aujourd'hui, se dit favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, et qu'elle soit remboursée d'ailleurs par la sécurité sociale et à la levée de l'anonymat pour les donneurs de sperme et à l'autorisation de la PMA post-mortem. Vous dites tout ça va dans un sens que vous approuvez ? Alors moi, je n'ai pas à approuver ou à désapprouver une mission parlementaire. Ma position sur la PMA, elle est connue. Je souhaite que le gouvernement tienne tout simplement les engagements de campagne du président de la République et donc ouvre la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient en couple avec des hommes ou en couple avec des femmes ou célibataires. Mais je crois que la question de la révision de la loi bioéthique, elle dépasse cette question de la PMA. Il y a des sujets autour notamment de la congélation des ovocytes, des sujets autour du droit à la filiation, des sujets assez variés et finalement intéressants et qui seront débattus au Parlement et portés avec les ministres Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, mais aussi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, puisque ce sont des sujets qui sont vraiment aux confins de tous ces sujets. Et moi, dans ce débat, au moment où il viendra au Parlement, je serai en appui au titre de ma mission à la lutte contre l'homophobie, puisqu'on sait très bien que ces débats rouvrent à chaque fois des propos et parfois même des violences homophobes assez graves. Oui. Encore un mot sur cette crise des Gilets jaunes. Il y a eu des menaces contre les journalistes. Une journaliste à Toulouse a été menacée de viol. Elle a témoigné. Vous dites quoi, Marlène Schiappa ? Moi, je suis profondément outrée
par ces attaques contre les journalistes. Moi, je crois que dans une démocratie, la liberté de la presse, elle est non négociable. Et la liberté de la presse, c'est la liberté et l'indépendance de la presse vis-à-vis du pouvoir en place, du gouvernement, de nous. Mais c'est aussi la liberté de la presse d'agir et la liberté des journalistes de faire leur travail sans être menacés ou invectivés par tel ou tel groupe et notamment sans être victimes de violences alors que ces journalistes sont en train de faire leur travail. Donc moi, j'appelle à ne pas tirer sur les journalistes. Si vous me passez cette expression, ce n'est pas du premier degré, c'est une expression populaire, mais j'appelle au calme et à laisser les journalistes faire leur travail. Ils sont les garants aussi, ils font partie des garants de la démocratie. Donc stop aux violences envers les journalistes. Oui, mais plus de démocratie, vous l'avez dit, participer tout à l'heure à un débat avec les militants d'En Marche sur la citoyenneté, la démocratie. Plus de démocratie, c'est ce que dit aujourd'hui le président Macron. Il reconnaît, il dit on ne peut plus gouverner seul, il faut avoir l'avis des citoyens en permanence. C'est ça finalement ce que change cette crise des Gilets jaunes. Mais écoutez, je crois qu'en fait, ça va nous obliger quelque part à renouer avec l'ADN d'En Marche. Parce que souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, nous sommes quand même le seul mouvement politique, La République En Marche, à avoir construit un programme sur la base d'un diagnostic qui est basé sur l'écoute. C'est-à-dire que nous avons mené des porte-à-porte et des sessions d'écoute très importantes pour faire une photo et faire un diagnostic des demandes des Françaises et des Français. Et c'est sur la base de ce diagnostic que le président de la République avait, pendant sa campagne, formulé un certain nombre de propositions qui ont ensuite constitué son programme. Donc l'écoute, la bienveillance, c'est vraiment l'ADN d'En Marche. Donc j'appelle à ce que nous renouions avec cet ADN et moi je crois qu'on ne peut que se réjouir de voir les images que nous avons vues du président de la République avec le ministre en charge des collectivités, Sébastien Lecornu, au contact de maires, d'élus, mais aussi au contact de la population directement pour travailler, pour écouter, pour échanger dans le cadre de ce grand débat national. Merci beaucoup, Madame la Ministre. En duplex, donc, des studios de nos amis de Radio-Canada, donc, à l'occasion de cette visite représentante donc, de la France présidente du G7 cette année. Merci beaucoup, Marlène Schiappa.